Bonjour, nous allons traiter du magmatisme des zones de subduction et faire le point sur ce que vous avez effectué au niveau des activités et pu comprendre. Je rappelle que l'andésite et la granodiorite sont deux roches associées aux zones de subduction qui proviennent d'un unique magma. Il y a d'autres roches qui diffèrent par leur teneur en silice. Cette teneur en silice explique le côté explosif du volcanisme de zones de subduction. Autre caractéristique de ces roches, n'évoquées auparavant, c'est leur teneur, leur richesse en eau. Par rapport au basalte de Dorsal, nous avons une andésite qui contient 2,07% d'eau dans sa composition chimique. Ces roches sont issues donc d'un magma unique qui, au cours de sa progression, va subir des modifications et expliquer ainsi la diversité des roches obtenues. En effet, sans entrer dans le détail, lorsque la péridotite fond, elle ne fond pas complètement et certains éléments chimiques vont se retrouver dans la chambre magmatique. Lors de la cristallisation, certains éléments chimiques cristallisent en premier et appauvrissent par conséquent le magma de ces éléments chimiques. Au fur et à mesure, vous avez donc ce qu'on appelle une cristallisation fractionnée qui va expliquer les différentes roches associées aux zones de subduction. La question que nous allons essayer de comprendre, c'est comment la péridotite peut-elle fondre au niveau des zones de subduction. Quand on observe la distribution des isothermes au niveau d'une zone de subduction, nous sommes à des températures inférieures à 1000 degrés. En utilisant le logiciel Enclume, vous avez pu constater, en considérant une péridotite hydratée, qu'elle pouvait fondre à des températures inférieures à 1000 degrés, à une profondeur située entre 100 et 160 km. Donc, pour que la péridotite fonde à l'aplomb d'une fosse d'une zone de subduction, cela suppose son hydratation. L'activité que vous avez réalisée a permis de comprendre l'origine de cette eau. Comment la péridotite du manteau de la plaque chevauchante a-t-elle pu s'hydrater? Vous l'avez découvert au travers de l'activité qui vous a conduit à utiliser le diagramme pression-température des minéraux, montrant ainsi les domaines où ils sont stables. Par exemple, plagioclase et pyroxène sont deux minéraux que l'on va rencontrer à des températures assez larges, mais en revanche à des pressions plutôt faibles. Si la température ou la pression où l'hydratation change, alors les minéraux deviennent instables et nous obtenons ainsi des réactions de métamorphisme qui sont présentes. Lorsque la pression augmente, vous allez avoir des minéraux qui, en présence d'eau, vont donner de l'actinote et de la chlorite. Lorsque la pression augmente, certains minéraux devenus instables vont perdre l'eau qu'ils possédaient. Cela va donner un nouveau minéral, comme le glaucophane par exemple, et l'eau se retrouve dans l'équation de la réaction. Si la pression augmente encore, le glaucophane devient à son tour instable. Une réaction chimique se produit entre le plagioclase et le glaucophane. Ceci conduit à l'apparition de nouveaux minéraux, grenat et omphacite, et la libération de l'eau encore une fois. Donc nous avons ainsi différentes réactions chimiques qui se produisent lorsque la température et la pression évoluent. La présence de grenat et d'omphacite témoigne d'une pression élevée. La présence de glaucophane dans une roche témoigne d'une pression moyenne et donc ces minéraux sont de précieux indicateurs d'un contexte de subduction. Si on trouve dans un secteur certains de ces minéraux, c'est une preuve, un argument en faveur d'une zone de subduction. C'est le cas de l'île de Groix qui présente une richesse minérale très importante, qui a conduit d'ailleurs à prendre des mesures de préservation, car c'était un lieu de prédilection des géologues. On a ainsi finalement compris comment la péridotite s'hydratait par perte d'eau des minéraux de la plaque plongeante. L'eau percole dans le coin du manteau,
ce coin du manteau qui se met à fondre à des températures inférieures à 1000 degrés. Cette fusion partielle de la péridotite engendre un magma se retrouvant dans la chambre magmatique qui va ensuite donner les différentes roches caractéristiques des zones de subduction. Roches plutoniques formant composées de granodiorite essentiellement, roches volcaniques formées donc en surface, essentiellement constituées d'andésite. Voilà pour cette compréhension et cette explication concernant l'origine de l'eau de la péridotite hydratée.